Accusé de meurtre. On rejoint l'équipe de 100%. 15h30, allons retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Conflit israélo-palestinien. Voilà que le Canada, conjointement avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, réclame un cessez-le-feu. On va écouter le premier ministre Justin Trudeau. Mario, c'était quelques minutes avant le début de la période de questions à Ottawa. Je viens d'avoir une conversation très longue avec le premier ministre Netanyahu sur la position du Canada et notre engagement envers la paix, la stabilité et la protection de tous les gens dans la région. Nous croyons profondément qu'on a beaucoup de travail à faire, qu'on va faire avec nos alliés, nos partenaires de la région et à travers le monde vers une solution à deux États. En même temps, le président américain Joe Biden vient de dire que le gouvernement israélien ne veut pas d'une solution à deux États, Mario. Alors, qu'est-ce qui va advenir? La pression est de plus en plus forte sur Israël. Oui. Parce qu'en même temps, en disant ça, le président Biden, c'est comme s'il disait un peu que lui, il pousse aussi dans cette direction-là. Pas associer son nom, parce que, bon, naturellement, les États-Unis auraient pu être un allié. Le Canada s'est associé avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais ça veut dire que les États-Unis sont pas loin derrière. Donc, non, j'ai trouvé que le Canada a fait un geste qui se tenait d'une certaine façon, là, parce que c'est pas... Il y a une solution, là. On parle d'une solution à deux États. On veut pas voir le Hamas du tout impliqué dans le nouveau gouvernement, parce que le Hamas c'était devenu un groupe, c'est un peu bizarre, le groupe terroriste qui avait une aile qui était un parti politique et qui a connu du succès dans la bande de Gaza électoralement. Alors ça, c'est fini, là. Dans la position que prend le Canada, oui. Le Hamas ne peut plus du tout être mêlé au gouvernement, là, à la gouverne des choses dans la bande de Gaza. Mais on demande un cessez-le-feu. Donc, je pense que ça met une pression sur Israël. Puis on arrive au point où, un peu partout dans le monde, là, on commence à souhaiter que cette guerre se termine. En même temps, la bande de Gaza, un petit endroit, petit territoire restreint où se trouvaient plus de 2 millions de Palestiniens, les combattants du Hamas. Il y avait un blocus important qui est imposé par Israël. C'était un peu comme une prison à ciel ouvert, Mario. Un scénario comme celui-là ne pourrait pas se reproduire, non? Ben, tu sais, il y avait un blocus. Il y avait quand même une régularisation là, ces derniers temps. Il y avait plus un blocus complet. Et il y avait circulation, j'oublie le chiffre, mais des milliers de travailleurs là, qui circulaient quotidiennement. Là, des gens qui partaient de la bande de Gaza, qui allaient travailler en Israël. Est-ce que ce nombre-là aurait pu être accru, augmenté? Là, on comprend qu'on a tout fait péter. Là. Le 7 octobre, on a tout reparti à zéro là, avec une attaque sauvage sur Israël. Alors, de quelle façon on va régler ça maintenant? T'sais, je comprends qu'il faut chercher une solution politique à moyen et à long terme. Il faudrait pas non plus que... Moi, je suis pas d'accord qu'on récompense le Hamas pour son action et qu'on dise maintenant que ça a été la bonne chose à faire, finalement, qu'ils ont déclenché quelque chose qui aurait été payant politiquement. Alors, il faut trouver une solution, mais il faut que l'histoire retienne que ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre a été sévèrement puni. Il faut faire attention à ce qu'on obtient. Mais donc... Je pense que pour l'instant, moi, je vois difficilement qu'on puisse trouver une solution qui va convaincre Israël, à moins de dire, le désarmement du Hamas est désormais une mission mondiale. C'est plus Israël qui va le faire, c'est une force internationale qui va le faire et qui va aller s'assurer que le Hamas n'a plus d'armes, n'a plus rien là, pour commettre des méfaits comme il l'a fait dans le passé. Donc ça pourrait être une façon de le Canada a déjà, dans le passé, d'ailleurs, joué des rôles dans des missions de ce genre-là, de dire arrêter la guerre, mais l'objectif de désarmer tel groupe, on le maintient, mais il va être fait d'une façon correcte, sans blesser ou tuer des civils, par une force internationale. Parlons de la grève maintenant. Les pédiatres, aujourd'hui, qui sonnent l'alarme, ils ont publié, ils sont des dizaines à avoir co-signé une lettre ouverte qui a été publiée dans la presse aujourd'hui. Dites-nous que l'école rouvre cette semaine. On va écouter une pédiatre de Sainte-Justine à qui nous avons parlé plus tôt. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'école, c'est pas juste un milieu académique, c'est un milieu de vie. Il y a la socialisation, c'est au cœur des apprentissages pour les jeunes, particulièrement les adolescents. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait de l'isolement. Les enfants, les adolescents ont besoin de voir d'autres jeunes de leur âge. On dit qu'ils sont déjà
toujours beaucoup derrière les écrans, ben là, c'est les conséquences de tout ça qui nous inquiète. Bon, Mario, cette lettre, les pédiatres s'adressent directement au gouvernement, Sonia Lebel, Bernard Drinville, le premier ministre François Legault, mais ça doit commencer après plusieurs semaines de grève à peser lourd aussi dans l'esprit des enseignants. Oui, sûrement. Mais j'étais quand même content que ces pédiatres disent ça parce que quand moi je dis la même chose, ben là, on va dire il est contre les syndicats. Puis il est contre leur grève, tu sais. Et là, c'est des pédiatres qui viennent parler du développement des enfants. Oui, ils l'écrivent au gouvernement, mais en même temps, on comprend que c'est parce qu'ils veulent pas se mettre les syndiqués à dos, mais ils écrivent aux deux parties pour dire entendez-vous, là, on peut pas garder les écoles fermées. Ça reste que pour moi, la réflexion de fond, la réflexion de fond, elle demeure sur la grève, là. La grève comme dernier recours, la grève trop facile à faire, trop facile à partir en grève, la fermeture complète des écoles. Tu sais, dans le réseau de la santé, on peut pas faire ça. On peut pas dire, ben là, on part en grève, on ferme les hôpitaux, parce qu'on considère qu'il y a des services essentiels. Mais est-ce qu'il y en a aussi à l'école? Est-ce que pour des enfants en grande difficulté? Est-ce que pour des enfants qui ont des retards? Est-ce que pour certains groupes d'enfants ou certains types d'enfants, la grève est pas aussi... ça veut dire que l'école n'est pas un service essentiel. La grève devait pas être aussi inacceptable ou impossible. Donc, il y a un questionnement, là, sur, à mon avis, qui devra avoir lieu après cette grève-là sur tout. Bon, la dernière fois que c'est arrivé, en 1983, le PQ avait dit au bout de 3 semaines, là, ça n'a pas d'allure. Il faut que les enfants rentrent à l'école. Ça avait été une loi matraque, là, mais comment on va gérer ça dans l'avenir? En tout cas, moi, j'ai un questionnement, parce que là, dans le fond, la grève... Tu sais, la FAE, ils sont partis en grève, là. On est en négociation. Maintenant, ça négocie pas assez vite, on n'est pas content. Pas d'avertissement, pas de 1 journée, 2 journées. Non, on part en grève. Tel jeudi, on part, grève générale illimitée. Salut, on ferme les écoles. Oh, OK. Tu sais, puis tu comprends là, que eux disent, ça fait des années que ça s'accumule, une insatisfaction. On sait tout ça, là. Puis là, ils pensent que leur grève... Si on est contre la grève, ils pensent qu'on est contre les enseignants. Moi, je me fais écrire ça à longueur de journée, vous êtes contre les enseignants. Je suis contre la grève. J'adore les enseignants, je respecte leur métier. Je considère juste que dans notre système, la grève est beaucoup trop facile. Ça devrait être un cas de dernier recours, fermer les écoles. Là, on part comme ça. On est tanné, on part en grève. La négociation n'a même pas commencé. Oui. Peut-être c'est de la faute du gouvernement aussi, là, qui n'a pas négocié assez vite, puis le gouvernement qui est resté assis sur ses mains, puis qui a fait une première mauvaise offre. Je dis pas qu'il n'y a pas une responsabilité du gouvernement aussi. Je dis juste que la grève, c'est un peu vite, un peu trop facile, puis on oublie vraiment vite les conséquences pour les enfants. Puis de la minute que quelqu'un se lève puis dire les enfants là-dedans, il est contre le syndicalisme, il est contre les syndicats, nos droits de syndiquer. T'as parlé des enfants, t'avais pas d'affaire à parler des enfants. Nous, on fait la grève pour les enfants. Non, excuse, là. Si les enfants ratent une année scolaire, l'année scolaire va être largement gâchée, ben il y a une responsabilité de tout le monde, là, du gouvernement, des syndicats, de tout le monde. Là. En plus, cette grève-là, moi, qui arrivait, c'est là que j'en revenais pas, qui arrivait après les années de pandémie. J'avoue que c'est une grève qui m'a jeté à terre. Mais là, maintenant, on est dedans. Il faut s'en sortir. Puis là, semble-t-il que cette semaine, on s'en approche. Croisons-nous les doigts. Oui, on a l'impression qu'on s'en approche au même moment où on apprend que finalement, on est loin d'une entente. Alors que CBC, Radio-Canada, vient d'annoncer d'importantes compressions, ça fait à peu près une semaine, la grande patronne de la société d'État, Catherine Tate, qui est en voyage en Australie actuellement, semi-professionnelle, semi-personnelle, elle participe à une conférence sur la radiodiffusion publique, mais elle est là aussi pour prendre des vacances. Écoutons la ministre du Patrimoine, Pascale Saint-Onge. C'est sûr qu'il y a eu une annonce qui a été très difficile pour les employés à l'interne la semaine dernière. Il y a beaucoup d'incertitudes pour les gens. Ça prend une direction qui est présente, ça prend un leadership qui est fort en ce moment au sein de CBC Radio-Canada pour gérer tout ça à l'interne. En même temps, c'est clair que Mme Tate a un rôle important à jouer auprès des diffuseurs publics internationaux. C'est elle la présidente de ces rencontres-là, mais c'est sûr que le moment n'est pas opportun en ce moment. Mario, il paraît que Mme Tate a été conseillée par l'OCPM. Ouais. Mais comment est-ce possible?
Ouais, l'ensemble de l'œuvre tient pas vraiment la route. Hein? En même temps, ça nous ramène un peu, est-ce que ces coupures-là sont réelles? Parce que présentement, il y a pas une personne à Radio-Canada qui a reçu sa lettre, là, comme à TVA, pour dire « t'as perdu ton emploi ». Zéro, là. C'est une menace, qu'on comprend, c'est que c'est plus qu'une menace. Probablement qu'à la fin, il y en a un certain nombre qui vont perdre leur emploi, mais là, c'est comme si présentement, ils vivent, tous les employés se sentent menacés. La PDG est en Australie. Les cadres vont avoir leur bonus. C'est sincèrement, c'est à n'y rien comprendre, sauf que c'est pas d'hier là, qu'on a des indications que cette dame-là a pas ce qu'il faut pour diriger Radio-Canada. On comprend peut-être mieux, d'ailleurs, le départ là, qui était vraiment bizarre, sans explication de Michel Bissonnette, qui était son espèce de pendant là, pour la télé, pour Radio-Canada, là, pour le côté francophone. On sentait qu'il y avait des tensions, mais quand on regarde comment ça se passe sous sa gouverne, on se dit l'autre là, qui essayait de défendre le français là-dedans, peut-être qu'il était malheureux à un certain point. Il n'avait pas le droit de le dire, là, mais... Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi.